Bienvenue dans ce 4e épisode. Lors de l'épisode précédent, nous avons abordé avec Eva Morel la fabrique informationnelle et ses effets systémiques sur la nature du traitement de l'écologie. Dans ce nouvel épisode, j'aimerais qu'on se penche sur la désinformation, car l'infox aussi se fabrique. Et le problème, c'est qu'elle se répand 6 fois plus vite que la bonne info, notamment via les médias sociaux. Déjouer les faux discours et la mauvaise information est donc essentiel aujourd'hui pour être correctement éclairé sur le monde. Comme le disait à juste titre la philosophe Hannah Arendt, à force de mensonges, on ne croit pas aux mensonges, mais on ne croit plus en rien. Et il est là le risque. La réalité écologique fait peur et décourage souvent les personnes qui souffrent d'anxiété et se sentent impuissantes à s'informer sur le sujet. Il y a un effet de saturation et certaines personnes ont tout intérêt à saturer encore plus l'espace avec de fausses informations conçues pour manipuler l'opinion et détourner notre attention de l'essentiel. C'est cela dont nous allons parler dans ce 4e épisode en prenant le temps 1. De bien définir ce qu'est un discours qui nie l'urgence écologique en revenant sur les logiques complotistes. 2. De comprendre pourquoi ces manipulations ont des effets dans la vraie vie. 3. D'identifier les logiques de ces réseaux et leurs techniques pour mieux les identifier. 4. Vous donner des conseils pour éviter de subir ces réseaux et prévenir votre entourage. Commençons par les logiques complotistes. Le complotisme produit des récits qui, loin de leur subversion affichée, ont pour fonction de maintenir le statu quo et défendre les systèmes en place. Sous couvert de secrets, d'ésotérisme et de forces obscures, les discours complotistes jouent sur la vraisemblance et nos croyances pour créer des discours qui offrent des réponses simplistes aux maux du monde. Comme l'explique l'historien Joanne Chapoutot dans ce très bon livre, les logiques complotistes utilisent des ressorts très puissants. Dans un monde désenchanté, elles nous disent que le monde est plus intéressant que ce que l'on peut croire. Et le pire, c'est que plus il y a de tentatives de nier les complots, plus cela renforce leur pouvoir de conviction. Dans un entretien accordé à ce très bon numéro de Socialterre, l'historien explique « Avec les théories du complot, comme vous avez démasqué ce qui est masqué, dévoilé ce qui est caché, vous vous sentez valorisé d'un point de vue psychologique et vous entrez dans une communauté de sachants, d'éclairés, alors que la quasi-totalité de vos contemporains n'ont rien compris et restent victimes du complot. C'est très puissant. On se rend compte que cela prend dans des secteurs de la société qui se sentent dominés et qui, grâce aux théories du complot, se réinstituent en êtres supérieurs. Le problème, c'est que les personnes y croient, et y croient vraiment. Cela relève d'un acte de foi et d'une nécessité psychique vitale d'avoir une explication du monde, fût-elle délirante. Comme l'explique encore très bien Joanne Chapoutot, il ne faut pas minorer le fait qu'à un certain degré de mensonge, un mécanisme psychologique s'enclenche. Des personnages comme Donald Trump finissent par croire à leur propre discours et ne se rendent même plus compte qu'ils mentent. C'est précisément là que certains créent des complots pour maintenir leurs intérêts économiques ou politiques. En l'occurrence, certains intérêts puissants s'évertuent à perpétuer un statu quo, créant des récits complotistes qui dénoncent l'écologie comme un moyen de nous asservir. Cela leur permet de mieux continuer à forer du pétrole et des minerais, à extraire, à dévaster, à asservir et à tuer. Ceux qui adhèrent à ce discours veulent montrer qu'ils ne sont pas des moutons et sont prêts pour cela à nier l'évidence scientifique qui pourtant est unanime sur le sujet. Le problème, c'est que diffuser le mensonge permet le maintien d'un système nocif à large échelle et que les relais de ces discours sont souvent les premières victimes. Ces discours connaissent un véritable regain et un nouvel essor actuellement, particulièrement ciblé sur les questions écologiques. On parle de climato-scepticisme défini comme une réfutation ou une mise en doute de l'existence du changement climatique ou de l'impact des activités humaines comme cause principale de celui-ci. Le climato-scepticisme, nous l'avons déjà évoqué, est très ancien. Il a été fabriqué par les marchands de doute dans une fabrique de l'ignorance conçue pour perpétuer les activités lucratives des industries fossiles. Aujourd'hui, ce sujet est fortement médiatisé, ce qui offre une voie de justification aux politiques pour ne pas agir. Mais quand on y regarde de plus près, il faut comprendre qu'il n'y a pas un climato-scepticisme, mais des climato-sceptiques. En novembre 2024, une étude réalisée par Parlons Climat s'est penchée sur les chiffres réels et explique que le climato-scepticisme englobe en réalité des niveaux de doute très hétérogènes, de l'ignorance au déni, en passant par l'ambivalence. En gros, le climato-scepticisme se divise en deux blocs opposés, les climato-sceptiques mous et les climato-sceptiques durs. Chez les premiers, le doute porte essentiellement sur la part de responsabilité de l'activité humaine dans le changement climatique. Sa réalité, ses impacts, la nécessité de trouver des solutions sont acceptés à la même hauteur que dans le reste de la population.
Chez les seconds, ce sont tous les aspects de la cause climatique qui sont tenus à distance avec des justifications politiques, voire complotistes. Que faut-il en retenir? Qu'il s'agit moins d'un manque d'information que d'une réaction défensive, la plupart du temps face à des sujets envers lesquels on se sent impuissant, des sujets qui interrogent nos modes de vie, nos valeurs, nos croyances, nos identités et nos croyances politiques. En 2024, le baromètre annuel de l'ADEME, qui sonde le rapport de la population française aux enjeux écologiques, montre que seulement 2% de la population nie complètement la réalité du changement climatique. 6% de la population n'a pas d'idée précise et ne se prononce pas, et 30% considèrent que c'est un phénomène naturel comme il y en a toujours eu. Ce qui est surprenant dans ce doute écologique, c'est que plus de la moitié des Français ou Françaises a été touchée personnellement par les effets des bouleversements en cours. Il y a donc un effet de sidération à l'œuvre qui n'empêche pas un tiers des climato-sceptiques d'agir de manière plus écologique. Que retenir de tout cela? Que les convictions sur les causes du changement climatique ne sont pas forcément déterminantes en matière d'engagement et de posture face à la crise climatique. Mais c'est aussi qu'il nous faut tout de même rester vigilants quant à l'impact de ces discours. Et pour cause, ils savent très bien semer la confusion et enfumer le public. Parlons maintenant des stratégies de lobbying et de manipulation. Je vous ai déjà parlé des travaux des historiens des sciences au sujet de la fabrique de l'ignorance. J'aimerais ici plus précisément insister sur les liens entre la désinformation écologique et les intérêts économiques, en particulier ceux des industries extractivistes. Aujourd'hui, les éco-sceptiques, aussi qualifiés de dénialistes, s'autoproclament climato-réalistes et dénoncent les réchauffistes, c'est-à-dire les personnes en accord avec le consensus du GIEC, et autres climato-hystériques, voulant imposer un Great Reset, c'est-à-dire une sorte de grande réinitialisation pour asservir les masses. Or, ces récits permettent surtout de renforcer l'inaction climatique et de déplacer l'attention politique. Le problème, c'est que ces récits dépassent souvent l'espace numérique pour trouver un écho, parfois jusqu'au plus haut niveau de l'État. Je vais prendre l'exemple du Brésil qui explique très bien Socialterre. Sous le mandat de Jair Bolsonaro, la rhétorique éco-complotiste a servi les intérêts des élites terriennes, les ruralistas, néoconservatrices, farouchement opposées à toute limite de leurs entreprises prédatrices. Elles n'ont eu de cesse de dénoncer le climatisme comme un néocolonialisme vert qui manipulerait les mouvements autochtones, en Amazonie notamment, pour empêcher l'exploitation des ressources du pays. Ces théories, au fondement de la politique environnementale de Bolsonaro, se sont concrétisées par la destruction de près de 40 000 km² de forêts tropicales en 4 ans. Ces discours nourrissent aussi un retour de bâton écologique en mesure d'enrayer les politiques mises en œuvre pour décarboner le monde et préserver la biodiversité. C'est ce qui s'est passé aux Pays-Bas en 2022 lors des importantes manifestations du mouvement agriculteur citoyen, le BBB, contre le plan azote du gouvernement conçu pour réduire drastiquement les cheptels et diminuer les émissions d'azote. Ils ont donné lieu à une forte instrumentalisation par l'extrême droite globale, notamment par le biais de récits complotistes. C'est aussi ce qui se passe actuellement aux États-Unis, avec le démantèlement des institutions en charge de suivre les questions climatiques et la purge des scientifiques virés de leurs labos, et l'influence en Europe de certains réseaux aux positions climato-sceptiques, comme le Heartland Institute qui a été lancé il y a quelque temps à Londres et qui commence maintenant aujourd'hui à se déployer en Europe. En France, sur certains sujets comme les pesticides ou le nucléaire, certains lobbies ont un intérêt économique à créer du doute et de la dissension. Cela leur permet d'entraver totalement les recherches et les politiques publiques. Comme le montre très bien l'ouvrage Les gardiens de la raison, certains médias traditionnels et certains influenceurs peuvent involontairement servir de surface de légitimation aux propos climato-dénialistes en leur offrant une tribune. Le temps que ces propos soient sanctionnés ou dénoncés, ils ont largement le temps de circuler sur les réseaux. Récemment, par exemple, à l'occasion du Salon de l'agriculture, on a vu des journalistes bien connus, ayant la confiance du public, se servir de leur position d'influenceurs pour des collaborations commerciales avec des lobbies de l'agro-industrie. Ça pose un vrai problème éthique et déontologique. Parce qu'en agissant de la sorte, ces journalistes affichent la collaboration, mais dans d'autres situations, dans d'autres journaux, certains journalistes n'affichent pas aussi clairement leur connivence avec de telles industries, ce qui pèse sur la crédibilité de toute la profession journalistique. Comme le rappelle encore Johan Chapoutot, quand on regarde l'histoire, tous les discours complotistes sont là pour servir le pouvoir. C'est une gigantesque escroquerie pour ceux qui les diffusent et qui se croient plus intelligents, plus éclairés que les autres. Le complot des francs-maçons sert le pouvoir du roi, de la restauration, de la noblesse traditionnelle. Le complot judéo-maçonnique sert les intérêts menacés par l'émancipation des juifs. Le complot judéo-bolchevique sert les élites traditionnelles menacées par des révolutions socialistes et communistes. C'est toujours un discours ancillaire, un discours d'esclaves, de gens qui se font le relais d'un pouvoir qui les domine.
Je suis entièrement d'accord avec lui quand il explique que face à cela, il faut bien comprendre que la critique rationnelle n'est pas impuissante, mais qu'elle fait face à quelque chose de proprement monstrueux. Les intérêts privés, capitalistes, de domination totalement décomplexés, servis par des instruments très puissants de conformation de l'espace public, à savoir des médias et des réseaux sociaux possédés par des milliardaires. Par la force des algorithmes, on peut croire qu'il n'y a rien à faire face à la vague complotiste, mais il y a bien d'autres mondes et d'autres attentes. Je vous rassure. Je peux vous donner quelques billes maintenant pour ne plus vous faire avoir. La première chose, c'est de différencier la malinformation de la désinformation et de la mésinformation. La mésinformation est fausse, mais elle est diffusée sans mauvaise intention, en pensant qu'elle est vraie. Cela arrive souvent dans les sphères qui croient par exemple que la Terre est plate. Les sites humoristiques comme le Gorafi, Nordpress, Malheur Actuel jouent beaucoup sur de fausses mésinformations. La désinformation, elle, est conçue et diffusée pour tromper, être inexacte ou complètement fausse, dans le but de manipuler des personnes, des organisations, des États ou bien de leur faire du tort. L'exemple type, c'est l'affaire Cambridge Analytica qui a permis en 2016 aux équipes de la campagne de Donald Trump de favoriser son élection en générant de la désinformation auprès des utilisateurs de Facebook grâce à l'exploitation sans leur consentement de leurs données personnelles. La malinformation, elle, repose sur des faits réels, mais exagère cette réalité de façon à tromper ou même à causer des préjudices. À toutes fins utiles, je précise ici qu'une information valide repose sur des données qui peuvent être confirmées. Elle ne prête pas à confusion. L'information inexacte, elle, est incomplète ou manipulée de sorte à transmettre une fausseté. La fausse information est incorrecte et réfutable avec des données. L'information n'est pas vérifiable quand les données existantes ne permettent ni de la confirmer ni de l'infirmer. Maintenant, en ce qui concerne la désinformation climatique, sachez qu'elle ne se limite pas à la négation pure et simple du réchauffement climatique. Elle prend de multiples formes et il existe de véritables techniques de désinformation. Le site Skeptical Science, créé en 2007 par John Cook, référence les techniques du déni climatique. Sur ce schéma, tiré d'une étude qu'il a publiée en 2020 et adapté par le site vert.eco, on peut aisément identifier les différents types d'astuces utilisées par les négateurs du consensus scientifique et qu'il a articulé autour de 5 familles. Le recours aux faux experts, à des logiques fallacieuses, à des attentes irréalistes, au picourage ou cherry picking en anglais, et à la théorie du complot. Quelles sont les techniques les plus répandues ? Tout d'abord, le recours aux faux experts, dont le diplôme n'a rien à voir avec le sujet et que l'on cite de préférence en nombre pour faire croire que la science n'est pas unanime sur le sujet. Vient ensuite le cherry picking, qui consiste à sélectionner avec soin des données qui semblent confirmer un point de vue tout en ignorant d'autres données qui le contredisent. Ensuite, on a aussi l'organisation de faux débats, qui permettent de présenter des arguments scientifiques et pseudo-scientifiques sous une forme contradictoire pour donner l'impression fallacieuse d'un véritable débat scientifique. Vient enfin la simplification d'une situation de manière à fausser la compréhension, conduisant ainsi à des conclusions erronées. J'aimerais aussi vous parler d'une étude publiée en 2020 par une équipe de scientifiques de l'université de Cambridge qui a identifié 12 discours de nature à retarder l'inaction climatique. En général, ces propos acceptent l'existence du changement climatique mais justifient l'inaction ou l'insuffisance des efforts. Ils plaident pour une action minimale ou une action entreprise par d'autres. Ils concentrent l'attention sur les effets sociaux négatifs des politiques climatiques et font douter de la possibilité d'une atténuation. Sur ce schéma, traduit par Bonpot, on voit qu'il existe 4 grands types de discours. 1. Ceux qui détournent la responsabilité sur les autres. 2. Ceux qui considèrent qu'il est trop tard pour agir. 3. Ceux qui estiment que le changement peut se faire à la marge sans aucune radicalité. Et 4. Ceux qui insistent sur les obstacles supposés trop difficiles à surmonter. Ce papier, il est très utile pour apprendre à identifier les éléments de langage qui reviennent régulièrement dans les médias, les conversations, et vous pouvez dès aujourd'hui vous entraîner à les identifier dans votre quotidien tant ils sont répandus. Ce papier a rencontré tellement de succès qu'il a été traduit dans plusieurs langues et caricaturé de cette manière. Je ne peux pas dans ce cours vous décortiquer toutes ces figures, mais je peux m'attarder sur les plus répandues. Prenons la catégorie redirection de responsabilité. Prenons celle qui consiste à dire que ce sont les autres pays, par exemple, les vrais responsables des émissions de CO2. Cet argument est facile à comprendre, mais il oublie souvent les responsabilités passées et sous-entend qu'on devrait attendre que tout le monde change pour changer, ce qui, in fine, détourne l'attention de l'effort collectif en oubliant que ces enjeux n'ont pas de frontières. Prenons aussi l'idée que les actions individuelles ne servent à rien, c'est très répandu.
Et là, cet argument est très utilisé par certaines entreprises pour éviter d'assumer leurs propres responsabilités. Pensez aux industries fossiles qui mettent en avant la demande des automobilistes et l'empreinte carbone individuelle. Dans la catégorie des arguments qui s'attardent sur les coûts de l'action, les discours qui estiment que cela coûtera trop cher en destruction d'emplois est une technique qui consiste à insister sur les coûts immédiats en minimisant les bénéfices à long terme. Ce type d'argument est très répandu dans l'actualité. Enfin, un petit dernier pour la route qui consiste à croire que la technologie nous sauvera. Alors que le GIEC explique que tout miser sur la technologie est un pari risqué et qu'il est urgent de penser à la sobriété et au changement d'habitude. L'idée, vous l'aurez compris, est d'arriver à identifier ces refuges discursifs pour mieux les questionner. Fondamentalement, les connaissances scientifiques dont nous disposons aujourd'hui apportent de quoi y répondre et réfuter avec pédagogie, en bonne et due forme, ces idées reçues qui nous empêchent d'agir à la hauteur de l'urgence. Cette figure, par exemple, incarne le discours catastrophiste, ou le doomisme, comme on dit en anglais. Ce sont celles et ceux qui pensent qu'il est trop tard et qu'on n'y arrivera jamais. On peut débunker ce type d'informations. Déjà, le GIEC nous dit que nous avons encore le temps de faire des changements nécessaires pour vivre dans un monde soutenable. Il est bien sûr trop tard pour éviter qu'il y ait des dégâts, mais il est encore temps de faire ce qu'il faut pour que les dégâts ne soient pas plus nombreux et irréversibles. Il est nécessaire de dépasser l'inertie politique et sociétale avant d'atteindre une inertie physique. Et surtout, il n'y a pas de date limite. L'avenir climatique n'est pas écrit et dépend encore beaucoup de nos émissions au XXIe siècle. Ce n'est pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Autre figure, celle de l'individualisme. Ce sont celles et ceux qui pensent que la responsabilité incombe à l'autre et que le changement viendra uniquement des individus. Comment peut-on débunker ce discours ? Déjà, commencer par dire que chacun, chacune doit s'impliquer via sa consommation, ses loisirs, son épargne, mais différemment selon son niveau de responsabilité. Il est important de sortir de cet individualisme pour politiser le sujet et lui donner l'ampleur qu'il exige. On en a déjà parlé. Autre figure bien connue, l'optimisme technologique. Ce sont celles et ceux qui pensent que la technologie va nous sauver. Et vous reconnaissez le petit bonhomme qui est en train de lever la main vers le ciel. Comment débunker ? Là, il s'agit de dire que miser sur les technologies est un pari risqué. Beaucoup de temps entre la production de connaissances scientifiques et technologiques et le fait que l'application technique et la mise sur le marché, parfois, coûtent beaucoup plus cher que ce qu'on a prévu au début. C'est un pari risqué, nous rappelle le GIEC. Une meilleure performance technologique ne veut pas dire une baisse de la consommation. Et ça, c'est très documenté. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Givens ou l'effet rebond, qui fait que grâce aux nouvelles technologies et à la baisse des coûts, la demande et l'utilisation sont généralement augmentées. Enfin, autre figure, la diversion ou whataboutisme. Ce sont celles et ceux qui pensent que d'autres sont mieux placés pour agir et qui donc font diversion. Comment débunker ça ? C'est peut-être expliquer qu'il n'y a pas de petits profits et que tout le monde doit s'impliquer. Il ne faut pas oublier de faire la distinction entre l'inventaire national et l'empreinte carbone. Vous savez, c'est quand on fait les calculs de bilan carbone, on oublie de calculer à l'échelle d'un pays tout ce qui correspond aux importations. Et donc, on peut fausser les chiffres de cette manière-là en accusant par exemple les Chinois de polluer en omettant qu'ils polluent en fabriquant des biens de consommation que nous consommons, nous, ici en France. L'exemplarité peut aboutir à des changements aussi, donc il ne faut pas la nier. Et enfin, il faut comprendre que le coût des conséquences d'un réchauffement planétaire supérieur à 1,5 degré sera supérieur au coût qu'il aurait fallu mettre en œuvre pour ne pas dépasser cette température. Et c'est bien là le sujet aujourd'hui. Enfin, dernière figure sur laquelle je peux m'attarder aujourd'hui, le combativisme, ou alors ce qu'on appelle aussi l'atteinte à la justice sociale. Ce sont celles et ceux qui pensent qu'abandonner les énergies fossiles va d'abord toucher les plus précaires et que c'est injuste. Comment peut-on débunker ce discours ? Peut-être en rappelant que la croissance via les énergies fossiles ne permet pas de faire baisser systématiquement la pauvreté. Vous pouvez regarder en ce sens les travaux de Thomas Piketty par exemple. La transition et la décroissance ne riment pas non plus avec la récession et l'effondrement. Enfin, les mesures contraignantes pourraient affecter en premier lieu les plus riches, car ce sont eux qui polluent le plus. Pour terminer, j'aimerais mentionner le fait que les plateformes numériques comme YouTube engrangent des revenus publicitaires considérables grâce à la diffusion de contenus climato-sceptiques. Les annonceurs, souvent peu regardants sur les contenus qu'ils financent, contribuent ainsi indirectement à la propagation de la désinformation. Nous y reviendrons plus en détail dans un prochain épisode dédié aux médias sociaux, mais ayez-le en tête dès maintenant, cela pourra vous être utile lors de vos prochaines sorties en ligne.
Pour terminer cet épisode, retenez donc qu'il existe de multiples formes d'écodénialisme et de complotisme. Leurs ressorts sont variés et leurs effets ne se cantonnent pas aux échanges numériques, tant les enjeux de pouvoir sont énormes et cherchent à polariser pour mieux exploiter le monde. En attendant, vous pouvez approfondir votre connaissance des réseaux éco-complotistes en suivant les publications du site anglo-saxon Desmog. Au quotidien, il décortique les stratégies d'influence des grandes firmes et des dirigeants qui cherchent à semer la division et la zizanie dans nos démocraties, tout en retardant l'action climatique. En France, le site var.eco a lancé récemment une newsletter mensuelle appelée Chaleurs Actuelles, co-réalisée avec Quota Climat et Data for Good. Je vous invite à vous y abonner, vous pourrez comprendre et décortiquer l'ensemble de ces stratégies de désinformation. Voilà, j'espère que ce que vous avez appris ici s'articule avec vos connaissances préalables ou d'autres domaines que vous connaissez. En quoi ce que vous avez appris dans cet épisode résonne avec vos expériences personnelles ou vos préoccupations profondes? Vous pouvez aussi vous entraîner pour voir comment répondre à votre entourage si vous entendez des arguments fallacieux. N'est-ce pas? Vous penserez à moi. Dans le prochain épisode, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des raisons d'espérer. Car oui, la majorité d'entre vous a compris que nous étions dans un nouveau régime climatique.